Blanchette aujourd'hui, le harcèlement au travail, le retrait des CF-18 canadiens en Irak et en Syrie et entrevue avec le nouveau ministre des Sports et des Loisirs, M. Luc Fortin. Bonjour et bienvenue à notre bulletin de nouvelles. Le harcèlement au travail est un phénomène de plus en plus fréquent dans la vie de tous les jours. Des mesures ont été mises en place pour contrer ce problème, mais sont-elles suffisantes? Jenny Lefebvre et son équipe sont allées enquêter sur la question. Le harcèlement au travail se produit à proximité de chez vous, du dépanneur du coin jusqu'aux institutions financières. De ce fait, au cours des 10 dernières années, la CNT reçoit en moyenne 2300 plaintes par année pour harcèlement psychologique et ce, sans compter le pourcentage d'autres plaintes déposées pour des motifs différents. Des milliers de plaintes d'harcèlement au travail sont déposées par année au Canada. D'un point de vue juridique, devrions-nous prendre des mesures préventives ou bien imposer des sanctions punitives plus sévères aux fautifs? Actuellement, au Québec, au Canada, il existe déjà des lois concernant le harcèlement. C'est sûr que c'est un sujet qui est peut-être nouveau pour la société, mais il existe déjà des mesures. T'sais, on peut aller à un tribunal, porter plainte, poursuivre aussi au civil. Il peut aller jusqu'à le harcèlement sexuel au niveau criminel, mais sinon, oui, il est possible de porter plainte. Est-ce que les gens sont capables d'aller aussi loin? Des fois, c'est pas évident non plus de porter plainte pour harcèlement. C'est encore un peu flou pour certaines personnes. Une grande partie des plaintes tombe pour manque de preuves. Quel est le processus à entamer pour que la plainte ne soit pas sujette à des contestations? La parole de l'un contre l'autre. Donc oui, en effet, c'est difficile d'aller peut-être au bout du processus judiciaire, monter un dossier. Donc certaines personnes n'auront pas l'énergie ou la capacité avec l'avocat pour pouvoir avoir des preuves tangibles. Mais il faut que la victime se prépare. Donc des dates, des faits précis, donc des témoins. Reste à voir si de nouvelles mesures seront prises pour contrer le harcèlement au travail. C'était Jenny Lefebvre pour la Salle de nouvelles. Le gouvernement Trudeau garde le cap sur le retrait des CF-18 canadiens en Syrie et en Irak, malgré de fortes oppositions de la communauté internationale et de l'opposition officielle. Notre journaliste Nicolas Blanchette s'est penché sur la question. Depuis l'annonce du retrait des CF-18 canadiens en Irak, bon nombre de Canadiens se posent de plus en plus de questions face à notre sécurité intérieure. Nous sommes partis poser des questions à Jérôme, un ancien militaire de la Force régulière canadienne. Des CF-18, la sécurité intérieure au Canada est assurée par les services de sécurité publique tels que la GRC et les différents corps de police. Donc le retrait des troupes outre-mer ne devrait pas affecter la sécurité intérieure. Mais on sait qu'il y a eu des loups solitaires, comme vous avez mentionné, à Saint-Jean et à Ottawa, au Parlement et au Monument. Parfait. Quel serait le rôle du Canada au sein de la communauté internationale pour faire face à la menace terroriste de plus en plus présente de nos jours? Bien, le Canada a une tradition d'aide humanitaire avec son armée. Présentement, là, il y a eu une tendance avec des missions de combat. L'Afghanistan est un exemple. Et présentement, les CF-18 en théâtre. Mais le mandat aussi, le Canada fait beaucoup de mentorat dans le nord de l'Irak et de la Syrie avec les forces spéciales canadiennes. Parfait. EJ, du Canada. Le terrorisme fait une guerre asymétrique, donc ça demande là, une intervention à plusieurs dimensions, que ce soit avec les populations locales, les sensibiliser, les mettre de notre côté pour pas qu'ils soient embrigadés par les forces terroristes. Et il y a aussi... C'était Ariane Fauteux, Nicolas Blanchette et Sarah Godreau pour la Salle des nouvelles. Les statistiques sur les agressions sexuelles en Finlande, les dirigeants de ce pays croient avoir trouvé une solution efficace pour enrayer le phénomène. Ils comptent expulser pas moins de 20 000 réfugiés syriens. En effet, le taux d'agression sexuelle a augmenté au même rythme que l'arrivée massive des réfugiés. Ces lois, décriées par plusieurs, entrent en contradiction avec les principes fondamentaux de l'Union européenne. Plusieurs autres pays se sont dit outrés de voir qu'un pays aussi développé puisse procéder de la sorte. Il sera intéressant de voir au cours des prochains mois comment l'État-major finlandais prévoit mettre cette loi en œuvre. L'entreprise de transport pétrolier TransCanada Est a annoncé mercredi, en présence de nombreux représentants du milieu des affaires, la conclusion d'une entente par laquelle la firme ABB fournira au moins 22 bâtiments d'alimentation électrique pour les stations de pompage, situées le long de l'oléoduc.
On se rappellera que le projet initial d'oléoduc de 4600 km transporterait quotidiennement plus d'1 million de barils de pétrole brut de l'Ouest canadien jusqu'à des raffineries et des terminaux au Québec. Le projet prévoit la conversion d'un gazoduc existant de TransCanada, puis la construction d'un oléoduc sur le reste du parcours en Alberta, en Saskatchewan, au Manitoba, en Ontario, au Québec et au Nouveau-Brunswick. Depuis les attentats du 26 juin 2015 en Tunisie à l'hôtel Impérial Maraba, où il y a eu 38 morts, les touristes semblent éviter à tout prix cette destination. Même que dans les 3 derniers mois, absolument aucune réservation n'a été faite, nous affirme le propriétaire de l'hôtel le plus luxueux des environs, M. Saadi. La population tunisienne pensait améliorer son sort en renversant le dernier gouvernement en place. Malheureusement pour elle, depuis que le nouveau parti est en place, pas moins de 2 attentats terroristes ont eu lieu et malgré la colère qui se fait sentir au sein de la population, le gouvernement semble impuissant. On lui reproche de manquer de vision et de gérer le pays au jour le jour. Philippe Couillard commence déjà à préparer les élections de 2018. On veut rapidement tourner la page sur les premiers mois de son gouvernement en vue d'obtenir une mer plus calme. Cette voie se désigne réinvestissement, abolition graduelle de la taxe santé et baisse d'impôts juste avant les élections. Pour le mener aux élections de l'automne 2018, Philippe Couillard a redistribué les postes avec une audace qu'on ne lui aurait pas soupçonnée. Des ministres conservent leurs mêmes fonctions, mais les changements touchent des acteurs importants et des postes stratégiques. Premier changement, Dominique Anglade devient la ministre responsable de l'économie, un poste qui n'avait pas été occupé par une femme depuis Pauline Marois. Puis Pierre Moreau hérite du ministère de l'Éducation. Les défis sont nombreux pour un ministre qui en a à son 3e ministre depuis l'élection du gouvernement Couillard. Après la pause des volets culturels et sportifs de la commission scolaire de la région de Sherbrooke, la question Vox Pop et en entrevue, le nouveau responsable de l'Estrie des loisirs et des sports, M. Luc Fortin. Bonjour, ici Luc Fortin, député de Sherbrooke à l'Assemblée nationale et ministre délégué aux loisirs et au sport, ministre responsable de la région de l'Estrie. Vous êtes à l'écoute de la salle des nouvelles. Sex grenade.
La semaine dernière, le premier ministre Philippe Couillard a procédé à un remaniement qui a conduit le député de Sherbrooke, Luc Fortin, à un important poste ministériel. Noémie vient à recueillir ses commentaires. Bonjour, Monsieur le ministre. Merci de nous accorder un peu de votre temps précieux. Militant libéral de longue date, vous êtes membre et bénévole pour le Parti libéral du Québec depuis 1998. Que représente pour vous le titre de ministre? Tout d'abord, le fait d'avoir été nommé ministre par le premier ministre à 33 ans, c'est une très, très grande marque de confiance. Le fait d'être ministre, c'est des responsabilités supplémentaires qu'on exerce en fonction ou en vertu de loi sur l'ensemble du territoire du Québec. Mais à prime abord, tout ça est possible parce qu'on est député. Alors, les Sherbrookois m'ont fait confiance le 7 avril 2014 et je leur en suis très reconnaissant. Et si j'ai pu être nommé ministre, c'est tout d'abord parce que je suis député et je demeure député de Sherbrooke. Alors ça, pour moi, c'est très important. Je continue à être présent pour les Sherbrookois et ma porte leur est toujours ouverte. Depuis que vous êtes le nouveau ministre de l'Esprit et du Sport et des Loisirs, vous avez plusieurs responsabilités. Quels sont les dossiers prioritaires et ce qui concerne la région de l'Estrie? Pour la région de l'Estrie, le premier dossier prioritaire, c'est évidemment toute la question du développement économique. Il y a des signes encourageants dans l'économie, mais on a un effort à faire. On veut créer de la richesse pour pouvoir la redistribuer ici. On veut pouvoir stimuler la création d'emplois de qualité pour garder nos jeunes aussi en Estrie. Parce qu'on ne se le cachera pas, on est une région qui vieillit et qui vieillit un petit peu plus rapidement que la moyenne du Québec. Alors, c'est important pour nous de pouvoir garder nos jeunes ici. D'ailleurs, on a 2 universités très bien reconnues et il y a quand même 80-85% de la clientèle de l'Université de Sherbrooke qui provient de l'extérieur de la région. Alors, on forme ces cerveaux-là ici. Ça serait le fun de les garder ici aussi, qui contribuent à notre richesse collective. Alors, globalement, il y a la question de l'économie. Évidemment que la question de la reconstruction de lac Mégantic. Je travaille beaucoup avec mon collègue Ghislain Bolduc, qui est président du comité interministériel de reconstruction de lac Mégantic. Ça demeurera lui qui sera en charge du dossier, mais je vais l'épauler là-dedans. Et il y a aussi dans la région d'Asbestos toute la question de la diversification économique. Ma collègue Karine Vallière travaille très fort dans ce dossier-là, à justement créer des projets que le fonds qui a été créé à cet effet-là. Et moi aussi, je vais l'appuyer, évidemment, dans toute la relance de l'économie de la région. Et il y a un grand dossier qui recoupe mes fonctions ministérielles de ministre délégué aux loisirs et au sport et de la région de Sherbrooke, c'est tout le dossier des Jeux de la francophonie. Et c'est quand même pas une grande fête non plus, hein. La perspective, vous voyez pourquoi on a accepté comme gouvernement d'embarquer dans cette aventure-là, parce que ça va aussi générer beaucoup de retombées pour Sherbrooke, beaucoup de visibilité pour Sherbrooke, pour le Québec. Et là, le vote par les États membres va se faire au début mars en Côte d'Ivoire, alors on va être là pour défendre la candidature de Sherbrooke. Engagé dans plusieurs projets communautaires et surtout dans votre communauté, quelle est votre plus grande fierté depuis le début de votre parcours? Mais ma plus grande fierté, c'est que d'être pas sans savoir, lorsque je me suis présenté ici comme candidat en Sherbrooke en avril 2014, les gens mes adversaires, parce que ma candidature a été très bien reçue, mais mes adversaires m'ont dépeint comme étant quelqu'un de l'extérieur, qui n'est pas enraciné dans le milieu. Et maintenant, les gens me considèrent vraiment comme un Sherbrookois à part entière. J'ai une excellente relation avec l'ensemble des partenaires, qu'ils soient communautaires, les partenaires institutionnels, les partenaires d'affaires, et on fait cheminer leurs dossiers. Et si vous avez vu toutes les réactions que j'ai eues positives suite à ma nomination, il y a environ 2 semaines comme ministre, ça démontre vraiment que j'ai été présent, que j'ai été à l'écoute des intervenants, qu'on forme une équipe, qu'on ait des partenaires, puis qu'ensemble, on fait avancer Sherbrooke. Alors, pour moi, ça, c'est une très, très grande fierté. Merci, M. Fortin. C'était Noémie, au bureau du comté du ministre Luc Fortin pour la salle des nouvelles. Pour une première fois en Estrie, l'école de la Sainte-Famille est maintenant équipée d'un local de psychomotricité grâce à la fondation du Grand Défi Pierre Lavoie. Cette salle est destinée aux élèves de la maternelle et du premier cycle. Daphné Dumoulin est allée sur les lieux. Je me suis rendue dans le nouveau local de psychomotricité à l'école Sainte-Famille. L'école primaire a reçu un soutien de la Fondation du Grand Défi Pierre Lavoie ainsi qu'un chèque de 5 000 $. La psychomotricité, c'est le développement des habiletés de mouvement avec toutes les parties du corps ainsi que des habiletés mentales. Combien d'heures en moyenne les élèves passent dans ce local? Alors, les enfants de maternelle, ils vont 2 fois
1 heure par semaine. Et les enfants de première et deuxième année, ils vont 1 fois 1 heure par semaine. Comment se déroule une séance dans le local de psychomotricité? Alors, dans le local de psychomotricité, oui, c'est vrai que c'est du jeu libre et on laisse vraiment toute la place à l'imaginaire des enfants pour qu'ils répondent à leurs besoins et qu'ils développent vraiment chacun où ils en sont rendus. Parce qu'il y en a qui vont faire des constructions, qui vont s'imaginer être des princesses, des chevaliers, faire des tunnels. Il y en a d'autres qui vont sauter, qui ont besoin de grimper. Il y en a d'autres qui ont besoin de tout simplement de bouger ou de pratiquer certains mouvements. Mais malgré cet aspect-là qui est de jeu libre, il reste quand même que c'est très organisé comme période. La directrice, Mme Caroline Taillon, a affirmé que les enseignants ont observé une très belle amélioration auprès des élèves depuis l'arrivée de ce nouveau local. Les jeunes développent leur collaboration, leur entraide et incitent les jeunes plus timides à être plus extravertis. C'était Daphné Dumoulin pour la salle de... 14 élèves de la vocation Santé globale de l'École Lebert sont partis du 29 janvier au 5 février à Cuba pour un voyage cyclo-humanitaire avec 2 enseignants. Marc-Étienne Boisvert est allé s'informer sur le sujet avant leur départ. Du 29 janvier au 5 février, 14 élèves de Santé globale et 2 enseignants sont partis à Cuba pour un voyage cyclo-humanitaire. Nous sommes allés interroger Molly Dalpé, enseignante en éthique et culture religieuse et participante au voyage, pour en savoir davantage. Quels sont les objectifs du voyage? Alors, les objectifs du voyage, il y en a plusieurs. Premièrement, on dit au niveau physique. Ils s'en vont faire donc une 50aine de kilomètres par jour. Puis étant donné que c'est la consécration de leurs 5 années de santé globale, où est-ce qu'ils ont fait du sport, se sont mis en forme, bien là, au niveau physique, ça va être tout un défi. Puis ensuite, il y a aussi au niveau culturel, parce que finalement, ils rencontrent une autre culture, t'sais. Alors, ça va leur demander une ouverture aussi vers l'autre. Également, ils vivent ensemble pendant une semaine. Donc, le travail d'équipe, on va encourager également la débrouillardise, l'autonomie. Donc, c'est un voyage qui a une panoplie d'objectifs. C'était Marc-Étienne Boisvert à l'École Lebert pour la salle des nouvelles. Selon une étude de l'Institut de la statistique du Québec, la proportion des élèves du secondaire ayant consommé des aliments de malbouffe dans un restaurant ou un casse-croûte est de 3 fois ou plus durant la semaine d'école. Catherine Poirier-Piqueux et Guillaume Delisle ont voulu savoir si c'était vrai. La question était, au cours de la dernière semaine d'école, combien de fois as-tu mangé de la nourriture telle que de la poutine, des frites ou des hamburgers? Ben, j'en mange pas puis je suis fier. Bon, moi je mange pas de pogo, je mange pas de nourriture malsaine. 2 fois. 6 fois du fast-food parce que je travaille au Louis Lunchonette. Tous les jours. 2. J'en ai mangé 2. 6. 2 fois par jour. 1 fois par jour, 3 fois. 3 fois par semaine. Environ 5 fois. 1 fois! Je mange pas vraiment de fast-food. J'ai mangé 2 fois au McDonald's. Ah, j'en mange pas. Très souvent, peut-être même trop. Merci. Aucune fois. 1 fois cette semaine. 1 fois. J'ai mangé juste 3 fois. Je mange du fast-food, pas très souvent, mais quand ça se donne, ça se donne. Ben, moi, je mange plus souvent au fast-food parce que j'ai plus d'argent dans mon compte. Environ 7. Ben, j'en mange pas vraiment. C'est Guillaume Delisle et Catherine Poirier-Piqueux pour la salle de nouvelles. Le programme Axe 5 offre à ces jeunes des services dans le but de contrer le décrochage scolaire comme l'aide aux devoirs. Lausia Beaulieu, Audrey Migan et Camille Hévé se sont donc Depuis quelques années, l'École de la Montée ainsi que la Maison Jeunesse travaillent ensemble pour le projet Axe 5 qui vise à réduire le décrochage scolaire chez les jeunes. Ma collègue Camille Hévé allait rencontrer Mélissa Carbonneau pour en savoir plus sur ce programme. Bonjour, pourriez-vous nous dire en quoi consiste le programme d'Axe 5? Le programme Axe 5 est un programme de réussite éducative où nous allons suivre les élèves de secondaire 1 jusqu'à temps qu'ils atteignent leur diplomation, dans le but de les amener à faire des études postsecondaires, donc par l'entremise d'aide aux devoirs, d'activités parascolaires, de suivi psychosocial et d'aide financière et matérielle. Depuis quand ce programme existe-t-il? Ça va maintenant faire 4 ans que le programme est en cours. Donc, jusqu'à présent, ici, on a 4 cohortes de 35 jeunes pour un total de 140 jeunes. OK. Avez-vous eu de l'amélioration dans le cheminement des élèves?
C'est certain que oui, on a vu de l'amélioration. On n'a pas nécessairement les résultats encore des études, puisqu'on n'a pas encore de jeunes en secondaire 5. Mais jusqu'à présent, oui, on peut dire que les jeunes qui sont réguliers, qui viennent à l'aide aux devoirs, puis qui ont une aide à la maison et dans le quotidien, on peut voir pour certains une amélioration. Croyez-vous que le taux de décrochage scolaire diminue depuis que vous avez mis ce programme en place? On n'a pas eu encore de résultats et les statistiques. Par contre, c'est sûr qu'au niveau de leur motivation, on voit qu'il y a une amélioration. Est-ce que c'est un programme qui est ouvert à tous? Accès 5, dans le fond, c'est une approche qui est territoriale. Donc, il y a 2 territoires qui ont été ciblés à Sherbrooke, Jardin-Fleury et Saint-Michel. Et tous les jeunes y habitants sont éligibles au programme Accès 5. Ici Lausia Beaulieu, à l'écoute. Voilà qui conclut notre bulletin de nouvelles. Merci d'avoir été des nôtres. À la réalisation, Léonie Vallière et Sarah Maud-Jeté. Vos lecteurs, William Cyr et moi-même, Vanessa Gingras. Le logo que vous pouvez voir au bas de l'écran à droite est une réalisation de Stéphanie Pépin de l'école 24 juin. Merci de votre écoute et à la prochaine.
Nouvelle.